Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Hiwar où j'ai le plaisir d'accueillir avec moi M. Hakim Rakchi, le président de la commission fiscalité et douane au sein de la Confédération générale des entreprises du Maroc. M. Hakim Rakchi, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, on est réunis là à l'issue de la conférence de la CGM de présentation des propositions pour le projet de loi de finances 2021. Mais avant, si vous permettez, j'aimerais bien avoir votre appréciation, un retour sur les derniers mois de la mise en œuvre de la loi de finances rectificative 2020 et des remontées d'informations que vous avez des membres de la CGM étant vous-même leur interlocuteur en matière de mesures fiscales. Bon, la loi de finances rectificative, c'est une loi de finances qui est contrainte, en fait. C'est-à-dire, évidemment, le ministre des Finances a constaté que à la fois les recettes et les dépenses ne pouvaient pas avoir le niveau de celui qui avait été envisagé initialement. Et donc, il a essentiellement mis en place des nouvelles formes de distribution budgétaire. Pour l'entreprise, en tout cas, ce que nous ressentons aujourd'hui, ce qui nous remonte, c'est qu'il y a un certain nombre de notifications de vérification fiscale qui ont été lancées récemment par l'administration. Et donc ça va dans le sens effectivement de la loi de finances rectificative de cette année, même d'ailleurs au niveau de la loi de finances initiale, avec un changement notable, c'est que les entreprises qui se verront notifier un contrôle pourront malgré tout inscrire une demande de rectification de leur déclaration et donc une forme d'amnistie qui pourra être mise en place. Donc les événements sont relativement récents. Je ne suis pas à même de vous donner une réponse plus approfondie de la situation dans ce domaine-là, mais en tout cas, il y a une cohérence dans les textes qu'ont demandé ou qu'a fait voter le ministre des Finances, avec en même temps qu'il y a cette possibilité disons, pour l'État, qui est un droit de procéder à des vérifications, la possibilité qu'ont les entreprises de souscrire à une amnistie anticipée. Alors, pour la loi de finances rectificative, vous avez également appelé à une suppression de la cotisation minimale qui a été maintenue, malheureusement, sachant que beaucoup d'entreprises étaient en arrêt d'activité temporaire ou carrément en arrêt total. Certaines entreprises, par exemple, dans le secteur touristique, n'ont pas pu reprendre normalement, contrairement à d'autres secteurs, notamment l'industrie, par exemple. Bon, tous les secteurs économiques au Maroc, ou l'essentiel des secteurs économiques, ont été impactés par la crise Covid. Donc il y a effectivement des entreprises qui sont en arrêt total. La cotisation minimale, c'est une notion que nous estimons ne pas correspondre à la réalité économique. Et dans des temps de pandémie en particulier, comme celui que nous connaissons aujourd'hui, elle est totalement, problématique. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, des entreprises qui sont à l'arrêt, qui n'en peuvent mais, sont obligées aujourd'hui de payer alors qu'elles n'ont tout simplement pas de ressources. Donc effectivement, nous avions demandé la suppression de la cotisation minimale, qui a été d'ailleurs elle-même décidée lors des assises. Hein. Alors, pour la loi de finances rectificative, cela n'a pas été admis, parce que l'État considère que ce qui est payé aujourd'hui, c'est sur l'année antérieure. Nous avons demandé, disons, des délais pour le paiement des échéances. L'État avait accordé initialement jusqu'au 30 septembre pour les plus petites entreprises, de moins de 20 millions de dirhams. Nous estimons qu'effectivement, ces échéances fiscales seront difficilement tenables pour les entreprises qui sont totalement à l'arrêt. Et nous avons réitéré notre demande de suppression de la cotisation minimale parce que les entreprises ne font pas de bénéfices, tout simplement parce que l'environnement des affaires ne leur permet pas. Parfois même, elles sont contraintes pour des raisons réglementaires. L'État a décidé de fermer certaines activités. Et donc, demander à ces contribuables de souscrire à une cotisation minimale nous semble anti-économique. Donc nous l'avons dit, nous l'avons répété, mais l'État est souverain. Et vous l'avez même réitéré dans les propositions pour le projet de loi de finances 2021. Justement, j'enchaîne avec ça.
Ce 28 septembre, dans la matinée, le ministre des Finances, Si Mohamed Ben Chaboun, présentait le cadre général de l'élaboration du projet de loi de finances 2021. Et autant dire que les incertitudes se sont accrues par rapport au projet de loi de finances rectificative. Vous avez également fait des propositions. Est-ce qu'on peut avoir une idée dans quelle mesure on peut faire de 2021 une véritable année de relance économique à travers les mesures que vous avez proposées, si vous pouvez bien les rappeler succinctement, les mesures phares, mais dans un contexte tel qu'a été proposé ce matin par le ministre des Finances, avec un amenuisement des recettes fiscales, donc des ressources de l'État, et une augmentation des dépenses. Donc on se dit, cette relance finalement, comment on peut la financer, ou du moins penser à des mesures qui peuvent faciliter cette relance. Alors, le principe que nous retenons, c'est que l'incertitude, elle va rester aussi longtemps que cette pandémie ne sera pas maîtrisée. Donc c'est un élément... C'est une donnée, c'est-à-dire au début on avait au Maroc l'ambition d'éradiquer le virus dans un certain délai, et donc les premiers résultats ont été extrêmement encourageants, on y est presque arrivé. Et puis le virus s'est développé de nouveau de façon beaucoup plus importante, et donc nous n'avons pas pour l'instant de stratégie pour l'éradiquer de nouveau. Nous avons éventuellement des mesures pour essayer de vivre avec le virus, et on doit avoir une stratégie en fait pour le faire, pour vivre avec ce virus aussi longtemps que cette pandémie va exister. Parce qu'on parle d'un vaccin, et donc l'État et Sa Majesté ont pris des mesures pour que le vaccin soit disponible au Maroc le plus rapidement possible. On parle même d'un vaccin qui serait fabriqué au Maroc. Donc ça, c'est des éléments d'espoir qui sont très forts. Mais en même temps, on ne sait pas quand est-ce que cela va venir. Et si on compare avec d'autres pays, le pays le plus avancé, c'est peut-être la Chine, qui a maîtrisé en fait la pandémie, qui l'a eu avant nous, ce qui nous a donné des espoirs que nous n'avons pas malheureusement totalement couverts. Mais l'autre pays qui est le plus en pointe et qui est durement touché par la pandémie, c'est les États-Unis. Et eux disent que même s'il y a un vaccin qui serait annoncé incessamment, dans une trentaine de jours environ, la pandémie ne commencerait à être vaincue qu'à partir du mois de juin 2021. Donc nous n'aurons pas un vaccin dans un mois. Donc on aura un vaccin un peu plus tard, probablement, dans le meilleur des cas, dans le premier trimestre 2021. Et donc si on reprend le même modèle que les États-Unis, nous resterons dans une situation d'économie sous pandémie jusqu'au troisième trimestre de l'année prochaine. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra dire de nouveau revenir à des métiers qui sont aujourd'hui pratiquement impossibles, recommencer à vivre. Sauf si on développe une autre stratégie qui n'a pas été pour l'instant débattue, qui consisterait de mieux vivre avec le virus. Donc nous sommes dans cette situation. Donc je comprends parfaitement que le ministre dise qu'il y a effectivement beaucoup d'incertitudes. Notre position à nous, CGM, donc qui est disons un groupement interprofessionnel d'entreprises, notre position c'est de dire voilà, les entreprises n'étaient pas forcément dans une situation de précarité avant la crise. Il faut maintenir ces entreprises dans une situation de survie jusqu'à ce que la pandémie soit dépassée. Et quand la pandémie sera dépassée, les entreprises devront de nouveau travailler. Donc nous sommes tous en mode survie. Nous ne sommes pas dans un mode d'expansion économique, sauf quelques secteurs très particuliers qui pourraient l'être parce que la situation l'autorise. Dans certains domaines au niveau de la santé, c'est tout à fait possible. Mais les secteurs traditionnels de l'économie marocaine, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit le tourisme, que ce soit le textile, que ce soit l'automobile ou l'aéronautique, tout cela est en crise, d'autant que nous avions aussi une sécheresse cette année. Donc voilà, c'est dans ce contexte que nous avons imaginé donc les propositions que nous faisons, qui vont toutes dans le sens de la préservation de l'entreprise et de l'emploi. C'est ça, c'est ce sur quoi nous battons. Alors maintenant, dire les recettes, je dirais, tout ce qui sera tiré de l'entreprise, aujourd'hui, rendra encore plus précaire sa survie. Toutes les entreprises qui, donc comme vous dites, la cotisation minimale,
c'est retirer des moyens à l'entreprise qui en a besoin aujourd'hui, qui en a besoin plus que jamais. Donc le ministre va essayer de faire un jeu d'équilibriste pour trouver le moyen d'équilibrer ses recettes et ses dépenses, sachant que bien évidemment, nous n'arriverons jamais dans un contexte comme celui-là à équilibrer les recettes de l'État et les dépenses de l'État. Donc il va falloir s'endetter, et il faudra s'endetter à un niveau qui ne soit pas trop important pour permettre justement le remboursement de ces dettes et orienter la production nationale de façon à ce qu'elle puisse demain rembourser les dettes en devises que nous aurons contractées. Sachant que, disons, il y a certaines orientations qui avaient été prises dans l'économie par rapport notamment aux nouveaux métiers marocains, mais il y a des nouveaux métiers tout court de l'économie mondiale, que ce soit l'économie verte ou l'économie numérique, où d'une manière générale il y a une telle densité d'innovation qu'il faut permettre aux entrepreneurs de se lancer, de prendre des risques et d'investir dans des métiers et des produits qui soient échangeables dans le monde, de façon à avoir demain des nouvelles recettes. Justement, jusqu'à quelle mesure on peut dire, c'est d'ailleurs répété à tue-tête, jusqu'à quelle mesure on peut dire que cette crise sanitaire a été une opportunité pour identifier de nouvelles industries très résilientes à ce genre de pandémie qui deviendraient récurrentes, parce que cette année, il y a le Covid-19, dans 2 ans, 3 ans, on n'est pas à l'abri à une récurrence d'événements très imprévus de la sorte. On voit par exemple aujourd'hui, l'économie qui s'en sort le mieux, c'est la chinoise. L'économie chinoise s'en sort magnifiquement avec bien. Une possibilité de croissance de 7% en 2021. On dit que cette année, la Chine aura une croissance éventuellement positive. Et 2021, 7%. 2021, oui, il y aura une croissance. Mais les États-Unis aussi. Aux États-Unis aussi, on anticipe une décroissance très forte cette année, qui a déjà été enregistrée, je crois plus de 30% dans le second trimestre, mais on anticipe également une croissance très forte, peut-être même de 20% l'année prochaine. Certains métiers sont apparus comme étant parfaitement résilients à la crise, des métiers qui sont faiblement représentés au Maroc, des métiers qui sont liés aux échanges, au commerce numérique, se sont montrées particulièrement résilientes. Nous avons également vu des métiers qui sont liés à la mobilité se développer très rapidement dans ces pays, et on sait que ces métiers-là ne sont pas présents en Europe, ou faiblement présents en Europe, en tout cas ce n'est pas des entreprises européennes. Donc notre modèle économique, il est nécessairement en mutation. Mais Sa Majesté l'avait anticipé avant même le Covid, puisqu'il nous avait demandé de travailler sur un autre modèle de développement économique. Et donc nous avons même une commission qui travaille pour cela. Et bien évidemment, nous, entrepreneurs, nous sommes également partie prenante, si ce n'est de la réflexion, en tout cas c'est de la mise en œuvre de ces réflexions. Alors, on va revenir quand même à la question fiscale. Pour ne pas oublier, c'est la question de la loi cadre sur la fiscalité. Alors, l'une des propositions de la CGM pour le PLF 2021 est d'accélérer sa mise en œuvre. Mais ce 28 septembre, le ministre des Finances a annoncé des chiffres assez qui interpellent, donc un recul des recettes fiscales entre 20 et 25 milliards de dirhams et une augmentation des dépenses de plus de 33 milliards de dirhams. Est-ce que vous pensez que cette loi cadre risquerait de voir le jour en 2021 ? La loi cadre, c'est une loi qui finalement donne un horizon plutôt de 3 ans. Donc la loi cadre, quand elle sera établie, elle prendra en considération la situation économique et financière du pays au moment où elle sera émise. Donc nous disons qu'effectivement nous avons besoin d'une visibilité, mais aujourd'hui la visibilité elle est faible du fait de la pandémie. Hein. Nul, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc il y a également le nouveau modèle de développement, qui doit être présenté, s'il est débattu. Et à l'issue de ce modèle de développement, on aura effectivement besoin d'une loi cadre qui va mettre en œuvre les recommandations de ce modèle de développement. Donc effectivement, il nous paraissait un peu, disons, décalé d'avoir une loi cadre qui soit émise pendant la pandémie. Donc je comprends que cette loi cadre soit retardée. Simplement, nous, au niveau du patronat, nous avons fait des propositions qui vont dans le sens d'un autre financement de la solidarité nationale qui nous semble être essentiel justement
dans la perspective de la continuité de la mondialisation et du choix qui a été fait d'avoir une économie ouverte au Maroc, à l'instar de la plupart des économies mondiales. Je crois qu'il n'y a que la Corée du Nord qui n'est pas dans une économie ouverte. Et qui vont dans le sens de l'orientation qui a été donnée par Sa Majesté, qui est de généraliser les prestations sociales, comme je crois que je l'ai déjà dit, à l'horizon 2025 ou 2026, c'est-à-dire que nous avons 5 années pour le faire, et les propositions de la CGM vont dans ce sens, sachant que la généralisation des prestations sociales, si elle ne se fait pas par une ponction sur la production et le travail, mais plutôt par une ponction sur les revenus et la consommation, cette généralisation sera à même de redynamiser la compétitivité nationale et donc de mieux mettre en œuvre les dispositions fiscales qui permettraient à l'entreprise marocaine de faire face à la concurrence étrangère, aussi bien sur notre sol qu'à l'étranger. C'est un élément, on va dire, déterminant. Absolument déterminant. De compétitivité. Alors, en parlant de compétitivité et d'industrie, le 24 septembre dernier, le ministre de l'Industrie, Moulay Hafid El-Alami, a présenté en avant-première les grandes lignes du plan d'accélération industrielle dans sa version 2, donc à l'horizon 2021-2024, ou 2023, je pense 2023. Et je voulais vous faire réagir sur l'un des objectifs majeurs de ce PAI, qui est celui d'atteindre 34 milliards d'économies sur les exportations. Sur les importations, pardon, grâce à la substitution. Donc, il a présenté le principe, il a présenté également toutes les mesures qui vont l'accompagner avec la banque de projets, etc. Est-ce qu'on peut avoir votre première réaction sur l'apport d'une telle initiative dans le contexte actuel, dans le contexte de crise? Est-ce que ça présente une boule d'oxygène, un relais de croissance pour les entreprises, notamment les membres de la CGM? Ce plan a le mérite d'abord de démontrer que le mythe de l'économie d'échelle n'est pas un obstacle qui est infranchissable pour l'industrie nationale. C'est-à-dire ce que la banque de projet montre qu'effectivement on peut avoir des industries avec une taille de marché nationale qui soit suffisante. Et je pense que le ministre de l'économie, plutôt le ministre du commerce et de l'industrie, avait déjà mentionné dans ses interventions précédentes l'impact de la Chine sur l'ensemble de l'économie mondiale. En particulier, pour ce qui est de l'industrie, le développement du numérique et des imprimantes 3D qui font que les investissements sont nettement moins lourds financièrement qu'ils ne l'étaient auparavant. Et donc la banque de projet qu'a présenté le ministre, disons dans plusieurs métiers, montre qu'effectivement on peut avoir ces produits faits au Maroc dans une situation concurrentielle favorable. En tout cas au niveau industriel. Reste à voir au niveau de l'environnement et au niveau de la compétition. Cette préférence nationale dont on a évoqué. La préférence que nous avons évoquée, c'est dans la relation publique-privée. C'est-à-dire l'État fait une commande et nous pensons que l'État doit favoriser des entreprises nationales qui ont une valeur ajoutée locale parce que ce faisant, il incite à l'emploi et génère d'autres revenus au niveau de l'IR et au niveau de l'IS. Tandis que quand l'État achète moins cher de l'étranger, ben cette commande ne génère pas de richesse supplémentaire au Maroc. Alors, par rapport à la banque de projets qu'a présenté le ministre, il s'agit de faire en sorte qu'effectivement l'entreprise qui investit dans ce domaine se retrouve dans une situation concurrentielle qui soit favorable, sachant que dans l'industrie, on est toujours obligé de réinvestir. Donc si vous présentez un coût de revient qui est supérieur à celui du concurrent étranger et que la concurrence fait son jeu, le concurrent étranger est capable de baisser les prix, ce que vous n'êtes pas capable de faire parce que votre compétitivité ne le permet pas. Sachant que dans l'industrie, le bénéfice ne signifie pas grand-chose parce qu'une bonne partie du bénéfice doit être réinvestie pour maintenir à flot l'outil de production. Donc je dirais que la première partie qui a été faite dans ce plan, elle est éloquente, elle est remarquable.
comme c'est souvent le cas d'ailleurs avec lui. Et nous devons aujourd'hui négocier les éléments qui permettraient de rendre ce plan et ces 100 projets réalisables. Et ça peut constituer effectivement une source pour une économie majeure qui est donc de 34 milliards de dirhams pour la balance commerciale nationale et éventuellement une capacité à exporter. Parce que pour qu'on puisse exporter, il faut produire également. Donc ça c'est très positif. Nous avons eu la possibilité effectivement en avant-première de voir une partie de ces projets qui sont aujourd'hui accessibles par le net. Et donc nous avons commencé à voir cela. Et je pense que les différents secteurs vont le faire. Et maintenant il s'agit d'inciter les industriels à prendre ces risques. Et pour les inciter, il faut qu'il y ait un bénéfice qu'ils en retirent par le fruit de leur prise de risque. C'est-à-dire que la prise de risque doit être payante. Voilà. On va dire c'est un axe majeur qui dépend également sur l'intervention de l'État, notamment à travers la commande publique. Alors en parlant de compétitivité, j'en arrive à ma dernière question. Vous êtes président de la commission fiscalité et douane et l'une des prérogatives de cette commission est de relire et réviser le code des douanes et ça m'amène à la proposition faite dans le cadre du projet de loi de finances 2021 sur les intrants utilisés dans l'industrie marocaine. Alors c'est une proposition faite. Où en êtes-vous également de ce grand chantier de révision du code des douanes et dans quel sens? Si on peut avoir les éléments, on va dire, handicapants, les freins qui figurent dans ce code qui empêchent justement cette compétitivité tant espérée des entreprises marocaines. Alors, je pense qu'il faut s'inscrire dans une dynamique, mais bien sûr, il y a une situation présente qui est celle que nous connaissons, à savoir que l'industrie nationale supporte des droits de douane que ses concurrents ne supportent pas. C'est-à-dire une entreprise qui fabrique à Tanger ou à Casablanca, qui est en concurrence avec une entreprise qui est en Égypte, est dans une situation qui est inéquitable sur le marché marocain. Parce que nous payons des droits de douane sur nos intrants, nous payons certaines taxes sur d'autres intrants qui ne sont pas forcément des matières premières, par exemple la taxe sur l'énergie. Nous payons également des impôts sur le travail, alors que l'entreprise qui est basée à Dubaï ou à Shanghai, ou plutôt Dubaï ou à Alexandrie, quand elle exporte sur le Maroc, n'a pas beaucoup de charges sociales, paye une énergie qui est très bon marché et ne paye aucun droit de douane. Donc là, nous disons qu'il y a une inéquité qui est préjudiciable à l'entreprise et à l'emploi et à la solidarité nationale. Et donc je pense qu'il y a 3 éléments de non-compétitivité majeurs qui sont effectivement celui-là, celui de dire que nous payons des droits de douane sur nos intrants, la taxation d'une manière générale de certains intrants qui ne doit pas se faire sur la production et donc qui intéresse la douane. Il y a un problème par rapport à la neutralité de la TVA, puisque la non-neutralité de la TVA fait que l'entreprise finalement finance, alors que l'importateur ne finance pas grand-chose, parce que l'opération est beaucoup plus courte. Et donc la non-neutralité est un impôt. Et puis évidemment, comme cela a été longuement débattu aujourd'hui dans la conférence de presse, la problématique du financement de la solidarité qui se fait encore une fois par une ponction sur le travail et sur la production, ce qui n'est pas compatible avec une économie qui est ouverte. Donc si nous avons vu l'emploi et la production fuir le Maroc, c'est une conséquence logique de ces 3 dysfonctionnements. Et par rapport à la douane, effectivement, notre demande pressante au niveau de la direction des douanes, c'est de permettre à l'économie ou à l'industrie nationale d'avoir les mêmes avantages que ceux qui sont donnés aux étrangers lorsqu'ils exportent vers le Maroc. Voilà, donc ça c'est très simple. En même temps, il y a une dynamique par rapport au code des douanes qui est celui de la digitalisation de l'économie et donc une autre forme de traçabilité qui doit être mise en œuvre de façon à la fois à rassurer l'État quant à sa possibilité de comprendre ce qui se fait au niveau des opérateurs et de tracer les différentes étapes commerciales ou les différentes étapes que traverse un produit lorsqu'il est produit et commercialisé au Maroc. Donc ça va éventuellement dans le sens d'une autre organisation ou d'une autre transparence dans, disons, à la fois des entreprises, des secteurs, des produits et dans ses relations avec l'État. Donc voilà, je pense que les négociations avec la douane se font dans ces 2 axes-là,
qui est celui d'un rapprochement et d'une meilleure traçabilité pour l'administration des impôts et des douanes, d'un côté, mais également plus d'équité dans les conditions de transformation au Maroc. Il y a également le grand chantier, on va dire, au niveau de l'État, et qui revient en boucle, celui d'une révision des ALE, qui n'est pas également exclu avec certains partenaires et qui irait dans le sens de ce que vous dites, une équité des chances entre le national et l'international. Alors la révision des ALE est toujours quelque chose d'assez problématique. Donc ça peut être le cas lorsqu'il y a un déséquilibre flagrant, comme c'est le cas avec la Turquie, mais c'est également le cas avec l'ensemble des pays arabes, ou les pays du Quad en tout cas, à l'exception de la Jordanie. Nous avons une balance commerciale extrêmement déficitaire avec l'Égypte. En quelques années, nos importations d'Égypte ont décuplé sans que nos exportations progressent de façon significative. Avec une valeur ajoutée, nos exportations en termes de valeur ajoutée sont très faibles sur l'Égypte, alors que nos importations sont presque, pour 2019, je crois qu'on était à pas loin d'1 milliard de dollars d'importation d'Égypte pour des exportations qui étaient inférieures à 100 millions de dollars. Avec la Turquie, c'est le même ordre, 3 fois plus important, mais avec les Émirats arabes unis, voire même avec l'Arabie saoudite, nous avons des équilibres très importants, sans tenir compte des huiles de pétrole. Uniquement, quand je parle uniquement des produits qui sont transformés. Et donc ça montre combien est-ce que les conditions de transformation au Maroc sont défavorables. Et donc les demandes que nous faisons au niveau de la loi de finances pour l'année prochaine, ça va dans le sens d'un rééquilibrage pour davantage d'équité. Il n'y a pas forcément obligation à revoir les accords de libre-échange si on ne veut pas considérer que le producteur marocain doit avoir des chances qui soient équitables avec celles de leurs partenaires ou de leurs concurrents étrangers. Donc, à mon sens, davantage d'équité ne signifie pas une remise en cause des accords de libre-échange. De toutes les façons, nous avons un accord de libre-échange qui est essentiel pour nous, qui est celui avec l'Union européenne, avec qui nous faisons plus de 60% des échanges. Mais lorsque nous avons signé cet accord avec l'Union européenne, la part de l'Europe sur nos échanges était supérieure à 80%. Donc il y a une baisse, mais également une baisse de compétitivité de l'Union européenne, d'une manière générale. Nous avons même aujourd'hui une balance commerciale qui est excédentaire avec la France. En tout cas, on l'a eu 2 années de suite. Notre principal marché, avant même la France, je crois, c'est l'Espagne, en termes d'exportation. Donc nous avons des liens qui sont importants avec nos partenaires étrangers. Une remise en cause totale des accords de libre-échange n'est pas salutaire pour notre économie. Il y a une remise en cause également au niveau des entrepreneurs. La question de la compétitivité. Les entrepreneurs, oui, mais la compétitivité. De décrocher des marchés à l'extérieur. Si on nous donne des chances qui soient les mêmes que celles de nos concurrents, on va se battre. Mais c'est comme si vous imaginez le Maroc jouer la Coupe du Monde et dire voilà, on donne 3 buts d'avance au Brésil lorsqu'il joue contre nous. Alors on est perdant dès le départ. Vous partez avec un handicap. Voilà, on part avec l'handicap. Il y a un et puis on verra bien. Si on n'est pas. Donc moi je ne remets pas en cause les accords avec les pays, sauf là où il y a ils n'ont aucun intérêt. Si nous n'avons pas d'intérêt politique ou économique d'avoir un accord de libre-échange avec un pays, oui, on peut le revoir. Mais sinon, ce que nous demandons, c'est l'équité. Ce n'est pas la suppression de l'accord de libre-échange, c'est l'équité. Alors maintenant, l'équité, parfois, elle doit nécessairement se construire. Je prends le cas avec l'Égypte, plutôt avec la Turquie. L'Égypte, l'accord n'a pas été remis en cause, mais avec la Turquie, oui, la Turquie exporte massivement vers le Maroc. Il y a également des conditions d'équité à l'accès au marché turc. Et nous demandons à la partie turque d'ouvrir suffisamment ses frontières pour que les produits marocains puissent rentrer. Il est anormal que les produits turcs traversent facilement la frontière lorsque nos produits en Turquie ne passent pas. Ou de nouveau, il peut y avoir un déséquilibre entre les conditions de production en Turquie et au Maroc. Et dans ces conditions, il y a un temps qui doit être donné à l'industrie nationale pour se mettre à niveau. Mais de toutes les façons, si le dispositif de transformation au Maroc est inéquitable, on peut donner tout le temps qu'on voudra, on n'y arrivera jamais. Si on continue de payer des taxes sur la production, si on continue de payer des taxes sur le travail, et que la partie adverse ne le fait pas, nous sommes dans une situation d'inéquité permanente. Et là, on ne s'en sortira pas. Mais j'espère que vos doléances trouveront écho au niveau, on va dire, des autorités publiques.
Si Hakim Rakchi, je rappelle que vous êtes président de la commission fiscalité et douane au sein de la CGM. Je vous remercie vivement d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, qui remercie EcoActu pour cet entretien et je reste toujours bien sûr à votre disposition. C'est avec plaisir. Quant à vous, je vous dis à très bientôt et merci de votre attention. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.